donc c'est une équipe de techniciens qui avait demandé l'autorisation pour procéder à des expérimentations assez simples. Il s'agissait de voir si un réacteur mis au niveau 0, donc baissé dans son activité au maximum, pouvait encore produire suffisamment d'énergie résiduelle pour maintenir les systèmes de refroidissement du réacteur. Le problème est que cette expérimentation a eu lieu sans l'aval de Moscou et sans autorisation. Seul le directeur de la centrale de Tchernobyl a accepté le test, d'une certaine manière, et cette expérimentation s'est produite un week-end, alors que l'essentiel des personnels compétents de la centrale étaient partis à la pêche ou chez eux, et en plus, donc le processus a commencé dans l'après-midi, mais devait se prolonger toute la nuit, et donc l'explosion a eu lieu à 1h24 du matin, en pleine nuit. Voilà. Donc, ce que l'on sait aussi, c'est que les systèmes de sécurité automatiques ont été débranchés. Il y avait dans ma mémoire une douzaine ou une dizaine de systèmes qui devaient normalement éviter d'arriver à la situation à laquelle finalement l'expérimentation est arrivée, c'est-à-dire qu'une surpression a fait exploser un système de refroidissement et que les liquides, etc., la vapeur, ont produit une surpression dans l'enceinte du réacteur et ensuite ont fait exploser littéralement la dalle de béton qui confinait le réacteur. Donc une grosse cocotte minute qui a explosé, après quoi plus personne n'a su quoi faire. Et ça, c'est juste après l'accident. Il y a eu une sorte d'incrédulité des autorités, pas locales, parce que localement, on avait quand même entendu l'explosion, et je crois qu'il y avait un seul travailleur à ce moment-là dans la centrale qui a disparu. Mais la salle de commandement qui était très loin, on a su évidemment ce qui s'était passé, mais il va falloir quand même 4 jours pour que Moscou accepte de reconnaître la réalité, l'état de fait, c'est-à-dire que le réacteur était littéralement à ciel ouvert et avait été totalement éventré et que le combustible était à l'air libre. Alors on commémore là les 30 ans de Tchernobyl, une année de plus, ce qui n'a aucun sens puisque Tchernobyl c'est tous les jours, c'est un processus continu qui se déploie dans le vivant entre autres, et puis c'est aussi évidemment des enjeux historiques, symboliques, politiques, économiques aussi. Mais là, quand on attaque Tchernobyl, si je puis dire, l'objet, on est toujours dans ce problème de la limite, de la frontière, du dedans, du dehors, la zone, voilà, la zone contaminée. Quand on entre dans la zone contaminée, on franchit un espace-temps, mais vraiment comme dans un film de science-fiction de Tarkovsky. Et il est vrai que depuis 30 ans, on a produit un grand nombre de fictions. La zone contaminée est elle-même une fiction. C'est un dispositif fictionnel. On définit une zone, mais la zone contaminée, c'est tout l'hémisphère nord. Le nuage a parcouru le Canada, les États-Unis, le Japon, enfin tous ces pays ont enregistré dans les dosimètres. Voilà. Mais on a produit une fiction qui permet d'enfermer le mal et de le contenir d'une certaine manière dans un territoire qui s'appelle aujourd'hui la zone ou les territoires contaminés. Et ça contribue de manière à limiter, à endiguer ce que Tchernobyl pourrait nous apprendre, c'est-à-dire le nuage est passé sur la France, d'ailleurs c'est ce que traduit la mythologie du nuage, le nuage est passé par-delà les frontières derrière lesquelles on pouvait se sentir encore un peu à l'abri, comme la fameuse ligne Maginot, et ce qu'a révélé le nuage de Tchernobyl, c'est qu'aujourd'hui n'importe quelle usine nucléaire dans le monde peut contaminer une population à 3 000, à 5 000, à 15 000 km. D'ailleurs le nuage de Fukushima nous a bien montré dans les médias comment il était bien passé au-dessus de nos têtes, mais loin, et puis il était très dilué, donc il n'était pas dangereux. Alors voilà, cet enfermement, il est spatial, et il est aussi temporel, c'est-à-dire que Tchernobyl s'est produit dans le système soviétique, le système s'est lui-même effondré, donc on est dans une sorte aujourd'hui de post-histoire, du point de vue soviétique. C'était la guerre froide, on est aujourd'hui dans une nouvelle configuration mondialisée, multipolaire, quoique tous les signes cliniques sont là pour nous inciter à penser que des gens comme Poutine souhaiteraient instaurer à nouveau le régime de guerre froide et de compétition entre l'Est et l'Ouest. Mais toujours est-il que, un petit peu comme dans le film Goodbye Lénine,
Hein, après la fin de l'URSS, on a continué à essayer d'entretenir une sorte de mémoire. Voilà, et Tchernobyl, c'est ça. La mémoire de Tchernobyl, elle est quand même énormément prise du point de vue, par exemple, ukrainien et biélorusse, dans des considérations ethniques, anthropologiques, folkloriques, j'allais dire. Hein. C'est le peuple ukrainien, le peuple de la terre ukrainienne qui est affecté, etc. Donc il y a cette tendance très lourde qu'on retrouve dans les livres d'histoire, dans les musées, dans les mises en scène, les formes d'esthétisation de la catastrophe. Or, Tchernobyl, c'est quand même une catastrophe universelle, c'est peut-être l'accident écologique majeur et qui a une valeur universelle. Donc voilà, d'un côté, il y a des forces, on va dire centripètes, qui essaient d'enfermer, de rapprocher, de resserrer Tchernobyl sur un noyau problème soviétique du passé, etc. Et de l'autre, une tentative que j'ai essayé de mener pendant une vingtaine d'années avec d'autres, d'universaliser Tchernobyl. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette expérience locale et faussement d'ailleurs enfermée dans un passé, puisque je l'ai évoqué plusieurs fois, Tchernobyl c'est l'avenir contaminé, ce n'est qu'un processus qui démarre en 86 et qui n'a quasiment pas de fin, puisque on est parti pour des millions d'années avec le plutonium. Comment universaliser, rendre universelles donc les connaissances et les expériences réalisées dans la zone. C'est pas la science qui relèvera ce défi, puisqu'elle s'en est montrée incapable. Donc maintenant, la question, c'est quel est le canal qui va permettre de transmettre cette expérience à l'humanité. Svetlana Alexievitch a écrit un texte important, hein, La supplication, basé sur un roman une littérature de témoignage. D'autres artistes ont essayé peut-être d'autres modalités, à travers le cinéma, je pense, ou le travail anthropologique. Là, il me semble qu'il y a quelque chose qui, du côté du langage, nous met au défi, mais c'était le problème qui était posé avec la Shoah, hein, nous met au défi de transmettre au monde entier, et surtout aux jeunes générations qui vont avoir à décider là s'ils conservent ou pas les industries nucléaires, par exemple. Voilà, il faut que ces gens-là qui seront aux commandes ou en mesure de décider demain soient dépositaires de cette expérience. Ça me paraît fondamental. Alors, Tchernobyl est un événement, enfin, qui est un non-événement en plus. Pour la plupart des gens qui sont affectés dans les zones contaminées, ces millions de gens dont on parle, il n'y a pas d'événement inaugural. Ils n'ont pas vu la centrale, ils n'ont pas entendu l'explosion, c'est pas du tout comme un tsunami, une guerre, un tremblement de terre. Voilà, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de destruction physique immédiate de l'environnement, de la nature, des corps, c'est très complexe. Donc Tchernobyl, c'est un non-événement qui modifie de tout en tout la conception traditionnelle que se fait de la catastrophe. Catastrophe signifiant grand bouleversement, retournement, littéralement, renversement de situation. Et c'est dans le théâtre d'ailleurs la dernière strophe de la tragédie, hein, la Katastrophen, c'est le moment du dénouement, le troisième acte, où les choses se retournent. Et cette conception-là, elle repose en général sur la mise en relation de quelque chose de palpable, l'effondrement d'une ville, la destruction, le feu, les bombardements, enfin voilà, une destruction physique, un grand désastre qui est mesurable immédiatement, et une représentation de ce bouleversement, qui peut être aussi un bouleversement des idées politiques et des conceptions de l'homme. D'accord ? Avec Tchernobyl, on n'a absolument pas ce processus, puisqu'il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de visible, il n'y a pas de trace. Ce qui fait que la conception traditionnelle de la catastrophe, où on dit il y a un avant et un après, et quelque chose qui ouvre sur un nouveau monde, d'une certaine manière, une réparation. Une catastrophe, c'est toujours une fin de quelque chose et le début d'une nouvelle époque ou d'une nouvelle période historique. Avec Tchernobyl, on a au contraire un processus qui commence, qui n'a quasiment pas de fin, puisqu'il est annoncé pour plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années, et dont on n'arrive pas, à mon sens, à percevoir justement la nature. C'est pour ça qu'on commémore encore Tchernobyl. Or, ce n'est qu'un début. C'est un processus qui est à la fois évidemment biologique et physique, mais qui contamine aussi les esprits, c'est-à-dire qui met en demeure l'humanité qui va devoir vivre avec cette affaire-là, les générations, les dizaines, peut-être les centaines de générations qui vont se succéder là, de devoir mettre en place, inventer une culture qui soit à la hauteur de cette situation. Et pour l'instant, nous ne l'avons pas trouvée.
malheureusement, les leçons de Tchernobyl sont des leçons tragiques, c'est-à-dire qu'au fond, elles consistent souvent à dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire après Tchernobyl. Et je dirais peut-être la position la plus sage, qui a été aussi celle de ce qu'on a adopté dans nos démarches anthropologiques, quand on a visité les zones contaminées, c'est peut-être de faire comme si rien ne s'était passé, de continuer à vivre normalement, en attendant la fin. Alors, avec l'accident nucléaire, on a produit de l'immaîtrisable et de l'incompréhensible. De l'immaîtrisable par les ingénieurs, la technique et les scientifiques, puisque en tous les cas, on n'a jamais réussi à réparer, à relancer les réacteurs, même à décontaminer. Donc c'est vraiment l'expérience de la non-maîtrise, mais on pourrait dire des OGM en plein champ qui commencent à s'hybrider avec d'autres espèces. Enfin, voilà, on a produit des mots qu'on n'arrive plus à juguler. Et de l'incompréhensible surtout. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que Tchernobyl reste, pour l'essentiel, dans le domaine de l'impensé. Et c'est encore une fois le philosophe Günther Anders, qui fut peut-être un des plus grands penseurs de l'âge atomique, élève d'Heidegger, qui disait ceci: nous ne sommes plus à la hauteur en sentiment et en imagination de ce que nous produisons. Voilà, nous avons produit avec le système nucléaire, je veux dire, il faudrait parler de la bombe aussi, hein, parce que la bombe aussi fait partie de cet incommensurable. Nous avons jeté dans l'environnement, il disait comme ça, le Herstellen, ce qu'on jette, hein, ce qu'on produit, n'est pas à la hauteur du Vorstellen, ce qu'on est capable de saisir, d'en saisir. Et en même temps, il faut bien saisir malgré tout. Et c'est pour ça que j'ai parlé souvent de la Gorgone et de Méduse. Parce que Méduse, vous savez, se protège de son bouclier, mais surtout il regarde la Gorgone qu'on ne peut regarder en face sans mourir. Il la regarde en biais, hein, par le reflet. C'est comme ça d'ailleurs qu'il arrive à lui trancher la tête. Et Tchernobyl, c'est aussi un objet qu'on approche comme ça, par l'extérieur, par le reflet de biais. Et mon dernier travail portait là-dessus, sur les mythologies. C'était Roland Barthes à Tchernobyl, lorsque j'ai repéré, si le langage n'est pas à la hauteur de la situation, la science n'en parlons pas, elle n'a plus rien à dire sur Tchernobyl, ni Fukushima. La technique non plus, d'ailleurs, on attend encore un peu des robots, mais ça n'ira pas loin. Et par contre, du côté des humanités, de la culture, de l'art, de la littérature, là, il y a quelque chose à attendre, mais peut-être il faut du temps. Et il me semble que dans le langage ordinaire, c'est pour ça que je me suis intéressé aux mythologies, aux sarcophages. Le vocabulaire de Tchernobyl est un vocabulaire qui emprunte beaucoup à l'Antiquité, notamment le sarcophage. C'est un mot très intéressant, hein, qui désigne à la fois cette espèce d'enveloppe dont on a recouvert le réacteur, le monstre, hein, le réacteur accidenté, mais qu'on appelle aussi l'abri. C'est-à-dire, normalement, un sarcophage, c'est fait pour protéger... c'est pour créer de la séparation, hein, pour produire du cachet. Mais là, dans un abri, puisque c'est comme ça que les Russes appellent le sarcophage, l'abri, hein, c'est le nom. Dans un abri, on met ce qu'on veut protéger, d'une certaine manière. Mais là, c'est l'inverse. On a construit un abri pour protéger l'humanité à l'extérieur de ce qu'on a mis dans l'abri. Et ça, c'est typique du renversement tchernobylien. C'est catastrophé, hein, en grec, renversement de l'histoire. Le projet prométhéen s'est retourné en menace. Ça, c'est vraiment le grand retournement de situation. La technique s'est retournée en menace, hein, sur l'humanité, mais renversement aussi du sens en permanence. Les liquidateurs enterraient la terre, etc. À Tchernobyl, on a toujours voilà. Et cette culture du retournement, je pense qu'il nous faut produire une culture catastrophique, au sens strict du terme. Elle est née au XXe siècle, elle est née aussi avec les camps, mais il faut la construire, la constituer. Et je crois que les citoyens des zones contaminées, les habitants des zones contaminées sont peut-être encore ceux qui aujourd'hui ont peut-être poussé le plus avant cette culture de la contamination, de l'inédit. Et l'équipe à laquelle j'appartenais, donc de socio-anthropologie de l'université de Caen, était chargée de faire un état des lieux des conditions de vie et de la manière dont les gens avaient, d'une certaine manière, adopté des stratégies d'adaptation à ces nouvelles réalités qui étaient de vivre en zone contaminée. Donc par quel canal d'information les gens prenaient connaissance de ce qui leur était utile ou pas, comment ils triaient d'ailleurs cette information, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, s'ils savaient, est-ce qu'ils agissaient ou pas.
Et puis tous les systèmes aussi comment dire, on dit les réseaux sociaux aujourd'hui, mais donc les ragots, les rumeurs, tout ce qui se colporte, voilà. Quelle culture, quelle connaissance on a collective de cette situation à partir des différents moyens d'information, y compris la religion, les croyances, voilà, tout était pris en compte. Et on a fait cet état des lieux en 1995 et pendant plusieurs années, on a travaillé dans ces zones contaminées pour recueillir ces témoignages. On est à 250, 200 km de la centrale, qui est en Ukraine. Là, on travaille en Biélorussie, auprès de populations qui sont dans des zones très contaminées, mais qui n'ont jamais entendu parler de la centrale. Donc Tchernobyl, bâtiments, complexes industriels, explosions, etc., ça n'existe pas, il n'y a pas d'événement. Certaines personnes qu'on a rencontrées, donc c'est les quelques 3-4 millions de Biélorusses qui vivent en zone contaminée. Sur les 200 enquêtes que nous avons faites, des enquêtes relativement longues, certaines personnes n'ont été informées du fait qu'elles vivaient en zone contaminée ou de l'existence même de l'explosion de Tchernobyl que plusieurs mois, voire plusieurs années après. Alors dans ces investigations à caractère anthropologique, on pourrait presque dire ethnologique, puisqu'on découvrait un nouveau monde, comme les explorateurs du 19e siècle. On entrait dans un monde nouveau, alors doublement nouveau pour nous parce qu'on ne connaissait pas la culture biélorusse de ces régions, en plus, qui sont des régions rurales extrêmement traditionnelles, qui viennent de très très loin. Et puis on ne connaissait pas non plus, comme eux, la culture radiologique. On considérait que c'est eux qui avaient fait l'expérimentation, ou l'expérience les premiers, et qui avaient quelque chose à nous transmettre et à nous apprendre. Et ce qu'on a découvert progressivement, mais quand même assez rapidement, c'est qu'il existait au contraire une relation inverse entre le niveau de contamination affiché, officiel, des territoires, et l'attitude des populations. C'est-à-dire que plus on s'enfonçait d'une certaine manière dans l'épaisseur de la contamination, en passant des zones soi-disant propres aux zones les plus contaminées. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, en allant du plus propre vers le plus contaminé, plus les stratégies de banalisation étaient importantes. Autrement dit, les gens dans les zones propres parlaient de la contamination, faisaient éventuellement mesurer leurs produits aux petits centres radiologiques quand il y en avait dans les villages, alors que dans les zones contaminées, les plus contaminées, nous avions l'impression que Tchernobyl n'avait jamais existé. Et pour cause, la seule possibilité d'adaptation, quand on n'a pas de solution pratique, quand on n'a pas de solution technique, quand on n'a pas de possibilité de relogement ou de fuir, et pour cause, les gens qui sont restés vivre à Tchernobyl, soit souhaitaient rester, soit ne pouvaient pas partir. Et donc cela n'avait qu'une possibilité pour faire baisser la tension psychique, le stress, la quantité d'énergie qu'on doit dépenser pour s'adapter, eh bien c'est de dénier la réalité de la catastrophe. Bon, sur la vie en zone contaminée, il faut ajouter quelque chose, c'est que les attitudes ne sont pas évidemment univoques. La stratégie globale, c'est le déni, évidemment, c'est ce qui pèse le plus lourd, mais à La Hague comme à Tchernobyl, on a toujours deux tendances, c'est-à-dire qu'à la tendance au déni s'oppose aussi la volonté pour certains de savoir, de produire une connaissance authentique, de mesurer les produits, d'avoir, disons, une connaissance radiologique pratique qui permettrait à tout le moins d'améliorer un peu la situation au quotidien et d'éviter le danger. À Fukushima, c'est peut-être un tout petit peu plus simple parce que la zone contaminée est plus restreinte. Mais le Japon est plus petit aussi, c'est une île, donc c'est très enfermant, donc c'est un double enfermement. Mais malgré tout, oui, bien sûr qu'il y a un clivage générationnel. Les gens qui ont 20 ans, et chez les femmes, c'est plus anxiogène, parce que c'est elles qui vont porter l'enfant. Et ça, c'est très anxiogène. C'est vraiment... Bon, je ne vais pas parler, évidemment, de toutes les conséquences psychiques, des dépressions, des cas de pathologie innombrables, du stress, des crises d'angoisse, portées par... voilà. Mais évidemment que chez des millions de gens, leur vie a été littéralement contaminée, littéralement... comment lacérée. C'est la lacération de la vie. Alors c'est complexe parce qu'il n'y est pas nécessairement l'existence de la radiation, enfin des substances radioactives qui sont dans l'environnement, quoique on ne sait jamais où elles sont. Elles peuvent émettre dans une assiette et dans une partie de l'assiette seulement, dans une partie du jardin, dans une partie de la maison. Donc on peut toujours penser qu'on va passer à côté ou à travers. Mais ce qui était plus frappant, c'était
la volonté de ne pas établir de lien entre la radiation, dont ils savaient qu'elles étaient là, hein, et l'état de santé. Et ça, on retrouve ça en France aussi, dans les territoires à risque nucléaire, comme la Hague, où on a mesuré exactement les mêmes comportements, on pourrait dire avant et après l'accident. Hein, chez nous, on peut dire que c'est d'une certaine manière, en attendant la catastrophe, il est interdit de faire de mettre en relation la santé et l'environnement. Voilà. Et ça, c'est le déni. Le déni, c'est la stratégie d'adaptation dominante des millions de gens qui sont condamnés à vivre dans les zones contaminées, sans quoi l'autre stratégie étant le suicide ou la folie. Alors, la peur, on pourrait dire, elle se décline un peu de deux manières. Il y a la peur heuristique, qui est promue par le philosophe Hans Jonas, qui dit au fond la peur peut être bonne conseillère. Écoutons nos peurs et nous saurons ce qui nous menace. La peur à Tchernobyl, non, au contraire, elle engendre plutôt effectivement une volonté d'oublier. Et encore une fois, je prends un exemple. Une femme qu'on a rencontrée un jour, assez âgée, qui vivait là depuis très longtemps dans sa maison, avait un jardin. Et elle nous dit, au fond, moi je n'ai jamais fait mesurer mon jardin. Spontanément on se dit, au fond, mais pourquoi? Bon, est-ce bien raisonnable? Et en réfléchissant, en se mettant à sa place, parce que c'est un peu de l'anthropologie de Mondor-Kilani, voilà. Il faut à un moment donné se mettre à la place de l'autre, hein, dans l'anthropologie dialogique. Si on se met à sa place, au fond, est-ce qu'elle a intérêt? Elle a la possibilité d'avoir un autre jardin, une autre maison, ou de cultiver ailleurs, et son jardin, c'est son jardin vivrier, c'est des gens qui vivent avec $50 par mois, hein, des retraités, des kolkhozes. Est-ce qu'elle a plus intérêt à prendre le risque d'apprendre que son jardin est contaminé ou qu'il est propre? Alors s'il est propre, bingo, elle peut dormir la conscience tranquille et se dire je vais continuer à vivre avec mon jardin et mes produits propres. S'il est contaminé, c'est un stress absolu. Alors que le non-savoir, finalement, est presque une connaissance utile et nécessaire pour pouvoir continuer à vivre en zone contaminée. Il vaut mieux ne pas savoir. Ce qui est une modalité de la connaissance, au fond. Alors, la radioprotection, c'est une question épineuse parce qu'elle est à la jonction de l'environnement et de la santé. Ce fameux lien que personne ne doit faire. En tout cas, si on veut maintenir ce système en place, la condition de possibilité du maintien de l'industrie nucléaire, c'est de s'empêcher absolument d'établir ce lien entre la santé et l'environnement. Avant et après l'accident. Évidemment, plus encore après l'accident. Alors, le problème de la radioprotection après Tchernobyl. Ce que je sais, c'est que pour l'essentiel, les débuts de travaux qui visaient à sortir des modèles complètement obsolètes et caducs, qui sont les modèles des explosions nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, qu'utilisaient aussi d'ailleurs les radioprotectionnistes russes, biélorusses, ukrainiens, hein, à l'époque. Ces modèles sont totalement inadaptés puisqu'ils reposent sur l'analyse des effets de l'irradiation externe. Et encore, dans une bombe atomique, il y a d'autres effets thermiques, mécaniques, hein, qui sont encore beaucoup plus puissants. Mais les irradiés d'Hiroshima et Nagasaki sont pour l'essentiel des gens qui ont reçu des fortes doses au moment de l'explosion, des doses externes. À Tchernobyl, on a des zones contaminées avec une bombe sale, c'est comme ça qu'on peut appeler l'explosion du réacteur. Pas d'explosion thermonucléaire, hein, simplement une diffusion de substances radioactives sur des millions de kilomètres carrés. Donc des gens qui vont consommer du lait, de la viande et des céréales contaminées à ce qu'on appelle abusivement des faibles doses. Il n'y a pas de faible dose en matière de radioprotection, voilà, la bonne dose c'est 0. À partir du moment où on a des doses, on a des effets. Des effets non déterministes, des effets pas toujours linéaires, hein, mais en tout cas il y a des effets. Maintenant, le problème c'est que on peut considérer jusqu'à une certaine époque après l'accident qu'on n'avait pas la connaissance nécessaire. 30 ans sont passés. Donc maintenant on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Si on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas voulu savoir. Et je pense pouvoir affirmer aujourd'hui qu'on a tout fait pour éviter de développer des analyses épidémiologiques à la hauteur des enjeux posés par Tchernobyl, tout comme aujourd'hui dans le domaine des pesticides, des OGM. On évite absolument, c'est une organisation qui est très subtile entre la Commission européenne, les agences sanitaires et environnementales, l'État, les industriels. Voilà, cette entente cordiale fait qu'on n'a pas aujourd'hui les possibilités, sauf par l'expertise de la société civile,
d'accéder à cette connaissance. Et donc sont nés de Tchernobyl en France la CRIRAD d'un côté et l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, de l'autre. Et pour l'essentiel, ce sont ces associations payées par des citoyens qui ont produit les premières connaissances indépendantes, un peu sérieuses, sur les conséquences de Tchernobyl. Le malheureux médecin, directeur de l'Institut de médecine de Gomel, Yuri Bandajewski, a essayé, lui, de le faire en URSS, et il a payé de quelques années d'enfermement dans un camp à régime sévère, et tous ses travaux ont été donc saisis et détruits. Donc ça, c'est la réalité de la recherche épidémiologique aujourd'hui sur les conséquences de Tchernobyl. Et donc, pourquoi le silence qui s'abat sur cette immense catastrophe qui affecte aujourd'hui 8 à 10 millions, la vie quotidienne de 8 à 10 millions de personnes, c'est qu'il y a une rencontre terrible entre la volonté de ne pas produire de connaissances par le système nucléaire, on peut dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui préserve les intérêts du nucléaire dans le monde. C'est ce que traduit le fameux accord de 1957 qui inféode l'OMS, l'agence de l'ONU en charge des questions de santé. Mais donc il y a cet intérêt pour les États comme la Biélorussie, l'Ukraine aussi, de ne pas trop, reconnaître cette faillite. C'est quand même une humiliation, une honte aussi, que cette catastrophe. Donc le pouvoir a tendance à essayer de minimiser cette dimension des choses, et la volonté de l'autre, par une partie de la population, de ne pas savoir. Donc le déni rencontre le silence criminel organisé. Et les deux s'emboîtent parfaitement bien. C'est la situation dominante aujourd'hui dans les zones contaminées en Biélorussie et en Ukraine. Voilà. À la marge, une petite partie de la population est insurgée, indignée, a créé des associations écologistes, des laboratoires indépendants, etc. Mais ça reste une immense minorité. Et on peut dire dans une société nucléarisée, parce que ce n'est pas simplement le nucléaire dans la société, c'est le nucléaire produit une structure sociale particulière, basée sur le secret, sur la verticalité, etc. Ça a changé même la nature du pouvoir politique. Le fait de posséder la bombe atomique, ça fabrique un nouvel État, d'une certaine manière. Dans notre société démocratique, on peut dire que cette part d'analyse critique, elle est aussi extrêmement minoritaire. Alors quand l'accident de Fukushima s'est produit, dans les jours qui ont suivi, les médias se sont un peu tournés vers les casuistes de Tchernobyl, puisqu'on avait eu le temps de travailler longuement sur cet événement. Et donc j'avais eu l'occasion de publier une page entière dans Le Monde où j'ai dit un certain nombre de choses qui sont les suivantes. Vous allez voir, il va se produire la même chose à Fukushima. Pourtant on est dans un pays très différent, beaucoup plus riche, mais tout aussi technicisé, avec une foi très forte dans la technoscience comme puissance, on va dire, de rédemption, d'une certaine manière, de la société. Et donc, au Japon, j'avais fait le pari qu'il se passerait la même chose qu'à Tchernobyl, c'est-à-dire échec des politiques techniques pour maîtriser les réacteurs, et on en est là aujourd'hui. On annonce plus d'un siècle de travaux pour commencer à confiner un peu, mais en gros, ça a fui de partout dans la mer, sur la terre. On a sacrifié des liquidateurs par milliers parce qu'on n'a pas de machines, et ça je le savais aussi, c'est l'expérience de Tchernobyl, les robots ne tiennent pas, il faut envoyer par milliers des hommes se faire tuer à plus ou moins long feu, mais c'est la seule possibilité qui existe. 3, les populations qui sont parties à Tchernobyl comme à Fukushima sont pour l'essentiel revenues. Je pense à un village où je suis allé, Iidaté, et les autorités disaient qu'est-ce qu'on fait, écoutez, on est très embêtés, les gens ont décidé de partir, j'y suis allé donc 3 ans après l'accident, les gens étaient partis mais commençaient à revenir massivement dans leur maison et dans leur village pour la raison suivante, c'est qu'ils se disaient l'état de délabrement des maisons maintenant est tel que si on ne revient pas, elles vont s'écrouler complètement et là on n'aura plus rien. Voilà, c'est ce moment critique qui n'est pas le temps de l'accident extrêmement court, qui n'est pas le temps long de la contamination, qui sont des temporalités intermédiaires où il se passe des choses. Et puis 4, la perte de confiance dans les autorités et la colère des habitants. Il y a eu une colère extrêmement forte, quoique pas visible dans une société qu'on disait très docile, très
très uniforme, les Japonais, peuple très, très servile, à la fois à l'égard de son empereur, mais aussi de l'industrie, puisque le Japon, dans les années 80, c'était vraiment le modèle industriel pour l'Occident. Et puis finalement, on a vu, après Fukushima, des réunions publiques où les gens, les mères de famille en particulier, ont pris des positions très courageuses et très fortes à l'encontre des autorités politiques qui ont mal géré l'information, puisque on a entretenu le silence criminel sur ce qui se passait, et qui ont surtout attaqué très vertement la responsabilité des exploitants industriels. Avec beaucoup de violence, encore une fois. Et ça traduit quelque chose, c'est que le pacte nucléaire est un pacte de façade. C'est-à-dire que l'adhésion de la société à un projet comme celui-ci n'est qu'un vernis, au fond. Mais sur le fond, il n'y a pas d'adhésion. Je pense que les sociétés nucléarisées, occidentales, soviétiques, américaines, japonaises, n'adhèrent qu'à un projet qui est présenté d'ailleurs de manière extrêmement partielle, dans lesquels le civil et le militaire, la partition entre le civil et le militaire n'est pas très claire. Et au fond, c'est l'adhésion à une sorte de promesse de mieux-être, avec un peu plus d'énergie, à bon compte, avec peu de déchets, bon voilà. Mais sur le fond, ça ne tient pas. Et on s'en aperçoit seulement quand un accident se produit. Tchernobyl a précipité la chute de l'URSS. En cela, les deux sont comparables. En Ukraine, il y a eu les premiers grands mouvements sociaux dans la rue, des dizaines de milliers de manifestants. Jamais dans le système soviétique ça s'était produit. Et ça a accéléré la chute du système soviétique. Et Fukushima, de la sorte, a aussi précipité dans les rues des dizaines de milliers de Japonais qui n'étaient jamais allés manifester. Donc voilà, on pourrait dire peut-être que c'est un facteur aussi, déclenchant ou déclencheur pour la démocratie. En tout cas, il y a quelque chose là qui a changé et qui ne sera plus jamais comme avant. Ni, on le sait maintenant, dans les pays de l'ex-URSS, ni au Japon. Alors quand on parle de Tchernobyl, on renvoie souvent à une notion qui est devenue dominante dans nos sociétés, qui est la notion de risque, qui est un concept évidemment essentiel à la modernité, puisque les anciens ne pensaient pas en termes de risque, calculable, j'entends. Le risque, c'est le produit d'un aléa, donc d'un pourcentage de chance qu'un événement puisse se produire, et de la vulnérabilité, c'est-à-dire ce qui va être affecté, ce qui va être éventuellement détruit, perdu, et auquel on peut affecter une valeur. Donc le concept de risque est né dans la société industrielle, et salariale même plus précisément, et c'est l'origine de tous nos systèmes de retraite, sécurité sociale, tous les systèmes de réparation, de compensation. Donc c'est ce qu'on appelle la société assurantielle. Il y a une possibilité pour que quelque chose se produise, l'accident, l'événement se produit, et on offre une réparation à l'accidenté ou à la veuve du mineur, voilà. Ce système-là a fonctionné, il a produit ce qu'on appelle l'État-providence, mais avec Tchernobyl, il ne fonctionne plus. On est dans l'irréparable, il n'y a pas de possibilité de réparation financière, il n'y a pas de possibilité de réparation technique, on ne peut pas décontaminer les territoires contaminés, donc on est au devant, je l'ai dit, d'un processus qui va en s'amplifiant et sur lequel on n'a plus de prise. Donc on est dans la non-maîtrise. Or, le concept de risque calculable, est censé donner la possibilité justement de mesurer la possibilité de survenue d'un événement et l'ampleur des dégâts qui vont être produits. Il me semble qu'avec le nucléaire, ce concept-là n'est plus suffisant. Il est sûrement très utile pour assurer la sûreté des installations nucléaires, mais il n'est plus suffisant pour envisager ce qui arrive, puisque l'accident de Tchernobyl est bien de cet ordre-là, et je prendrai appui sur le raisonnement du philosophe Paul Virilio, qui, dans un texte intitulé d'ailleurs « Ce qui arrive », dit la chose suivante. Avec Tchernobyl et avec la plupart des grands accidents industriels, on est devant des accidents, dit-il, de la substance. C'est-à-dire quand on invente le navire, on invente le naufrage. Quand on invente l'automobile, on invente le carambolage. Quand on invente le train, on invente le déraillement, etc. C'est-à-dire que l'accident, le négatif est contenu dans le projet. L'accident de la substance, c'est l'accident de, justement, ce que l'on a produit. Quand l'usine AZF a explosé, c'était une grande usine de produits chimiques à Toulouse, qui a failli d'ailleurs détruire la moitié de la ville. De la même manière, on avait un tas d'ammonitrate, une substance explosive, qui faisait plusieurs tonnes. Donc ça, en soi, c'est quelque chose qui peut exploser. Si on applique ce raisonnement, évidemment, Tchernobyl fait partie du projet nucléaire. Tcheliabinsk, 1957.
Fukushima 2011 et les accidents suivants. On avait calculé par des artefacts mathématiques, quand on a lancé le programme électronucléaire, qu'on aurait un accident statistiquement possible tous les 25 000 ans. On a un accident tous les 25 ans. Donc on s'est trompé d'un facteur 1000. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Ce n'est pas la spéculation mathématique, c'est le bilan d'un demi-siècle d'exercice du projet nucléaire. Donc on peut s'attendre aujourd'hui à ce qu'on ait un accident tous les 25 000 ans. Maintenant, les calculs de risque, je vais prendre encore deux exemples. La centrale des Blayais, dans le sud-ouest de la France, plein milieu de la Bourgogne, du Bordelais, pardon. C'est du vin aussi, c'est pas le même, du Bordelais. Conjugué à la tempête et les effets de la marée, donc la tempête de 1999, on assiste à la noyade de trois des quatre dispositifs de sécurité qui assurent le refroidissement des réacteurs, ce qui est absolument incommensurable et qui n'était absolument pas prévu. Si la quatrième pompe s'était arrêtée, on avait Fukushima dans le Bordelais. On perdait d'ailleurs aussi au passage voilà, toutes ces richesses accumulées pendant des siècles, ces terres, ces savoir-faire, etc. C'est absolument irreprésentable. L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est Fukushima. On a un système de défense littorale contre les tsunamis, avec, dans mon souvenir, une digue de protection. On a tous vu ces digues anti-tsunami, enfin anti-raz-de-marée au Japon, qui faisait 6 mètres de haut, et la vague produite par ce séisme exceptionnel en mer avait une hauteur de 11 mètres. Résultat des courses, c'est pas d'ailleurs le séisme qui a produit l'accident, enfin le triple accident, puisqu'on a 3 cœurs fondus à Fukushima, c'est le raz-de-marée qui a noyé, là encore, l'organe le plus fragile, c'est-à-dire les pompes qui doivent systématiquement et inlassablement assurer le refroidissement du réacteur. Voilà. Et à chaque fois, on peut imputer la survenue ou la presque survenue d'un accident, pour le Blayais en tout cas, à un calcul de risque qui, d'une certaine manière, nous éloigne de nos responsabilités. C'est-à-dire que quand on parle du risque, on ne parle pas du danger. Et un réacteur nucléaire avec 80 tonnes de combustible, c'est d'abord un danger, et il peut toujours se produire un accident de la substance. Si on commence à spéculer sur les risques en disant on a moins d'une chance sur 100 000, alors à moins d'une chance sur 1 million, c'est comme ça qu'on calibre les installations, moins d'une chance sur 1 million, c'est un risque qui est considéré comme nul, comme négligeable. Donc on fait en sorte de multiplier les dispositifs. 4 pompes, par exemple, elles ont chacune un taux d'échec, on peut dire, mais quand on met 4 pompes les unes à côté des autres, on est à peu près certain qu'on tombera en dessous d'une chance sur 1 million, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir d'accident jamais. Et donc à Fukushima, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que c'est la vanité des ingénieurs et des techniciens que d'avoir produit un modèle qui devait permettre. Voilà, sauf que le modèle n'était pas parfait, on avait oublié au passage un certain nombre de choses, et en particulier des messages de précaution laissés par les anciens, ces fameuses stèles qui sont dans les hauteurs, un petit peu derrière l'usine de Fukushima, et qui attestent de la survenue de tsunamis qui ont existé dans les siècles passés, qui faisaient près de 20 mètres. Pourquoi les ingénieurs n'ont-ils pas tenu compte de ces messages de précaution laissés par les anciens? That's a question. Il va falloir apprendre à vivre en zone contaminée, et les zones contaminées, elles sont aussi en Europe, un peu partout. Aujourd'hui encore, en Corse, dans le sud-ouest de la France, dans le sud-est de la France, il y a des zones dans lesquelles, si on grattait la terre, au sens de la loi, sur les déchets nucléaires, on obtient un déchet radioactif. Il faut la mettre en fût et la porter à l'ANDRA, l'Agence nationale qui s'occupe des déchets radioactifs. On a cette situation objective. Donc Tchernobyl, quand je dis Tchernobyl est partout, c'est aussi d'ailleurs physiquement vrai. Maintenant, on aura besoin de cette connaissance, malheureusement, pour apprendre à vivre avec les accidents nucléaires futurs, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire au XXIe siècle. On est en train d'allonger la durée de vie des centrales, donc d'augmenter les facteurs de risque de manière inconsidérée, mais cet accident de la substance, il est devant nous, c'est évident. C'est évident, c'est le destin tragique du nucléaire. Et ce que je n'ai pas compris, c'est, pourquoi, après Tchernobyl en 1986, on n'a pas dénucléarisé au moins les programmes civils, c'est-à-dire pourquoi en Europe, aux États-Unis et en URSS, on n'a pas commencé à fermer les centrales,
Et deux, quand je suis allé à Fukushima en 2011, aucune leçon de Tchernobyl n'avait été tirée. Aucune. Disons que sur le nucléaire civil, le nucléaire électrique, on peut affirmer que le nucléaire est une énergie en déclin depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il a connu l'apogée, et après l'apogée, la part du nucléaire dans l'énergie produite, on est dans un système anthropique, hein, donc on produit et on produit les besoins nécessaires pour absorber cette énergie de plus en plus important, malheureusement, alors qu'il faudrait les décroître, mais pour l'instant on est encore dans cette inflation de consommation énergétique, et dans ce potlatch, le nucléaire est en part décroissante depuis une vingtaine d'années et continue à décroître de manière de plus en plus forte. Malgré tout, alors si ce n'est que moins de 3% d'énergie produite dans le monde, l'essentiel c'est quand même les énergies carbonées, le pétrole, le gaz, le charbon bien évidemment, les alternatives aussi maintenant qui arrivent, le nucléaire s'accroche malgré tout à une sorte de branche de salut qui est une branche écologique qui est la question du climat. Et à travers un jeu de passe-passe, les exploitants, puisque le nucléaire est aussi, et peut-être avant tout, une affaire économique, il ne faut pas l'oublier. Il y a une économie du nucléaire, il y a des grands opérateurs, qui sont les mêmes d'ailleurs qui fabriquent aujourd'hui les éoliennes, EDF, Alstom, Areva, des enjeux économiques et politiques considérables. Et si on ne part pas de là, d'ailleurs, ce n'est pas la peine de parler du nucléaire. Donc ces gens-là vont évidemment essayer de s'accrocher jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, mais comme les pétroliers s'accrocheront aussi à l'exploitation du pétrole, à leur outil de travail. Maintenant, je ne pense pas, qu'un mouvement social infligera ce cours de l'histoire, puisque si ça avait pu être fait, ça serait déjà fait. Or, le mouvement antinucléaire n'a produit aucune avancée, quasiment aucune avancée, sur la dénucléarisation des pays. Et on le voit encore avec nos autorités politiques aujourd'hui. Les vagues promesses électorales se sont vite envolées et on est parti pour prolonger effectivement de 20 ans, voire de 40 ans la durée de vie des centrales, pour essayer de passer le 21e siècle. Qu'est-ce qui pourrait infléchir le cours de cette histoire? Peut-être un accident en Europe pourrait changer les choses. Maintenant, si le nucléaire est destiné évidemment à disparaître, c'est aussi pour une double raison. D'abord de ressources, parce qu'on n'aura pas d'uranium pour passer le 21e siècle. On a, je crois, 450 réacteurs en service dans le monde. Alors, soit dit en passant, pour diminuer de 20% l'impact sur le carbone, il faudrait en construire 1500 autres. Quand on voit le coût exponentiel de construction de l'EPR, on est à 10 milliards d'euros, 1500 réacteurs à 10 milliards, je ne sais pas quel pays va se lancer dans cette folie, mais en tout cas, non, c'est la chronique d'une mort annoncée. Le nucléaire est en train de passer d'une phase de production active au démantèlement, et le démantèlement, c'est une question essentielle. C'est plus d'exposition des travailleurs, c'est plus de coûts, c'est plus de problèmes techniques qu'à la construction, beaucoup plus, parce qu'on n'a pas gardé la mémoire de tous ces sites. C'est des coûts exponentiels. Corinne Lepage annonce 150 milliards, 200 milliards, mais on pourrait même aller bien au-delà pour démanteler, dans le meilleur des cas, les 57, 58 réacteurs français. Plus de déchets aussi, avec la question de l'acceptabilité sociale de ces déchets, où on va émettre, est-ce qu'on les met en surface, est-ce qu'on les garde à vue, ou est-ce qu'on les stocke en profondeur, etc., etc. Donc, moi je dirais, le nucléaire, est une énergie en déclin, et au cours du XXIe siècle, évidemment, elle va aller en décroissant. 2, l'essentiel des problèmes est devant nous. C'est-à-dire que les questions liées au nucléaire vont se poser de manière beaucoup plus abrupte maintenant qu'il va falloir déconstruire les centrales. Et 3, le problème essentiel là-dedans, ça va être quand même l'acceptabilité des coûts. C'est-à-dire dans une société en récession économique, et qui risque de l'être de plus en plus pour des raisons écologiques, des raisons liées à la moindre disponibilité de l'énergie, comment on va pouvoir faire accepter
le coût exorbitant de la déconstruction du nucléaire. Donc c'est une histoire qui n'est pas finie.